Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf. C'est avec énormément que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de l'émission Actu en 7. Actu en 7, vous le savez, avait marqué une pause le temps de la Coupe du monde de football, qui a été d'ailleurs pour beaucoup un échec pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais l'actualité, elle, n'attend pas. Vous le savez, l'actualité est dominée ces derniers jours par le procès en appel de l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Nous en parlerons avec notamment le traitement accordé par le juge d'appel à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette semaine également, l'imam Alioune a été acquitté par la chambre criminelle de Dakar. Comment en est-on arrivé à cette situation-là? A-t-on envoyé l'imam Daou en prison sur une simple erreur? Nous allons parler de cela avec nos invités, mais également évoquer la présidentielle de 2019 avec les candidats qui commencent à se déclarer, mais également le cas spécifique du Parti démocratique sénégalais dont le candidat déclaré Karim Wade ne serait pas inscrit. C'est en tout cas ce que dit la direction générale des élections. Le PDS devrait-il penser à un plan B ou bien à une candidature de substitution? C'est autour de ces questions que nous allons échanger pendant une heure avec mes invités. Il s'agit d'abord de Pape Sané. Pape Sané est journaliste, chroniqueur, analyste politique. Pape Sané, bonjour. Bonjour Moustapha, bonjour également à Thierno avec qui je partage ce plateau. Je salue les téléspectateurs et les auditeurs de Walfadjri. Vous l'avez dit, votre co-débatteur, c'est Thierno Diop, journaliste, analyste politique. Bonjour à vous, Thierno. Bonjour Moustapha. Je profite de l'occasion pour donc saluer mon grand frère et doyen Pape Sané, avec qui véritablement donc je partage ce plateau. Et de la même occasion, du coup, saluer les auditeurs et téléspectateurs de Walf FM et TV. Merci. Merci à vous, Thierno, de le signaler. Les auditeurs de écoutez sur les ondes de la 99.0 à Dakar. Alors, on va commencer ce débat en parlant de l'affaire Khalifa Ababacar Sall, dite l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il y a eu entre le verdict en première instance et le procès en appel cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, un arrêt qui évoque plusieurs violations dans la procédure, notamment des droits des prévenus et consorts. Les avocats fondaient beaucoup d'espoir sur cet arrêt-là, mais finalement, le juge d'appel, Demba Kandji, disons-le, a déchiré l'arrêt. Est-ce que vous vous attendiez, Thierno, à un tel dénouement? Bon, bien sûr, pour être franc, je dirais que cette décision du juge d'appel ne m'a pas surpris. Si on s'en tient au déroulé du procès depuis le début. Parce que Moustapha, j'ai l'habitude de dire qu'il va être difficile de dissocier ce procès de politique. À partir du moment où les poursuites enclenchées contre M. Khalifa Sall ont commencé avec sa victoire au local de 2014, qui ne se souvient pas de la phrase fameuse de Maïniaï, insinuant que si Khalifa Sall s'était comporté de telle manière, peut-être que son sort ne serait pas tel. En tout cas, de tout temps, on a constaté une sorte d'acharnement sur l'homme. Et il y a là quelque chose de un peu louche. Les prêté au président de la République. S'il est vrai que ces propos ont été tenus par le président de la République, ça dénote d'une velléité d'orienter le procès dans un sens qui soit favorable au pouvoir. Mais tout est-il que ce que dit la CEDEAO, ça renvoie à la ligne de défense des avocats de Khalifa Sall, à savoir que le procureur de la République, avant le procès, n'avait pas à faire sa conférence de presse, etc. Bon, il y a aussi la violation de certains de ses droits. Il y a aussi ce qui touche la présence de l'avocat dès la première de l'interpellation. Je me souviens que ça avait fait un débat en son temps. Voilà, moi je me pose une question. Pourquoi ce qui est valable pour la Gambie ne doit pas l'être pour le Sénégal? À ce que je sache, on disposait d'un mandat de la CEDEAO pour pouvoir intervenir dans la crise gambienne. Si jamais Yahya Jammeh s'était arrêté au pouvoir. Et toute la question est maintenant de savoir quelles conséquences la CEDEAO va tirer de du juge d'appel. Est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions sur la perception
qu'on va avoir de la diplomatie sénégalaise, tout un faisceau de questions qu'il va falloir se poser et auxquelles certainement on va apporter des réponses. On parlera des conséquences d'ailleurs pour la CEDEAO parce que pour beaucoup, cette décision du juge Kandji va affaiblir la CEDEAO. Alors, mais ce qui étonne également Pape Sané dans cette affaire, c'est que avant la décision du juge Kandji, il y a eu l'arrêt, il y a eu un cet arrêt-là, des professeurs d'université, des spécialistes du droit pénal ont dit que le Sénégal avait l'obligation de suivre cet arrêt de la CEDEAO. Le procureur général Lassana Diaby a fait cette fameuse sortie que beaucoup avaient interprétée comme une demande de libération de Khalifa Ababacar Sall et puis finalement ça a fait pas. Oui, mais Moustapha, vous savez, cette affaire continue de nous réserver encore des surprises dans la mesure où, depuis l'arrestation de Khalifa Sall et de ses co-accusés, suivi de l'instruction et du procès qui les a condamnés, l'arrêt de la CEDEAO a fini de démontrer tout simplement que tous les actes qui ont été posés dans le long processus qui a conduit à la condamnation de Khalifa Sall étaient nuls et non avenus. En communauté. Moi, c'est un peu ce qui me chagrine dans cette affaire. Nous vivons en communauté et nous avons même inscrit dans notre charte fondamentale que le Sénégal milite pour l'unité africaine. Nous sommes l'un des premiers pays au monde, je ne dirais même pas africain, à ratifier pratiquement tous les textes, toutes les chartes, toutes les lois qui ont été votées à l'international. Donc, je dis qu'aujourd'hui, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, en publiant cet arrêt, faisant obligation, parce que aussi il faut le dire, faisant montre des différents manquements que les autorités sénégalaises ont eu à faire preuve dans cette affaire de la caisse d'avance concernant Khalifa Sall. Donc il revenait, moi, à mon avis, à l'État du Sénégal, au moins pour une fois, essayer de se montrer à hauteur de notre engagement vis-à-vis de ces institutions. Parce que ce que l'arrêt a dit, un seul point de cet arrêt aurait suffi justement au juge d'appel, à Demba Kandji en l'occurrence, de mettre fin à ce qui peut être comparé à une forfaiture judiciaire. Parce que dans toutes les procédures judiciaires, la seule atteinte aux droits humains est source de nullité relevée, pas une fois, mais plusieurs fois dans le déroulement du procès de Khalifa Sall. Donc, je dis, il revenait encore aux institutions sénégalaises, que ce soit la justice, et même les politiques qui ont eu à se prononcer. Je crois qu'ils avaient à faire profil bas et d'exécuter cet arrêt de la CEDEAO. Ça, c'était faire honneur à la CEDEAO et honneur au Sénégal, qui a toujours crié et assumé son leadership en matière de démocratie en Afrique. Donc je dis qu'en foulant au pied cet arrêt, nous foulons au pied à des principes qui sont sacrés, c'est-à-dire ceux de la cohésion et de l'unité africaine, en foulant au pied notre fondement, l'unité même du Sénégal. Alors si on schématise un peu, Thierno, ce que dit le juge, c'est que oui, respecter l'arrêt, il faut payer 35 millions à Khalifa Ababacar Sall et compagnie, mais pour tout va bien, il n'y a rien à signaler. Alors que vous le rappeliez tout à l'heure, même bien avant l'arrêt de la je ne parle même pas des spécialistes ni des avocats, mais même la presse a plusieurs fois, comme le dit Pape, relevé des manquements dans cette procédure-là. Est-ce que le juge ne manque pas de cohérence en rendant cette décision? Mais bien sûr, il y a un manque de cohérence qui est évident. Parce que là, il va falloir retourner à l'esprit à la création de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est peut-être en créant cette cour, on s'est rendu compte que en tout cas, les juridictions nationales avaient certaines limites. Ça, c'est l'esprit qui fonde la création de toute justice internationale, et même la Cour de la Haye. Je crois que la CPI, je crois que si on pouvait juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas recours peut-être à la Cour pénale internationale, etc. Donc, il y a une foultitude dans le dossier. Et là, moi, je crois que le bon sens est la première source du droit.
c'est pas une question trop technique, c'est une question politique avant tout. Parce qu'en son temps, le contexte était tel qu'il fallait peut-être s'empresser pour évacuer le dossier. Je crois que c'est pourquoi... Il faut se rappeler, Khalifa Sall avait été arrêté pratiquement à la veille des élections législatives. À la veille des élections législatives. Et Dakar constituait un enjeu à l'époque. Et si vous vous souvenez bien, il y avait en tout cas une crise au sein même de l'Alliance pour la République. Les conditions n'étaient pas réunies pour permettre à l'Alliance pour la République de remporter les élections à Dakar. Et souvent, comme on dit, selon un principe politique, qui perd la capitale perd de manière générale les élections. Donc, il y avait toute une paranoïa autour de l'électorat de Dakar, ce qui a présidé à l'empressement qu'on a constaté, à la manière donc... Voilà. Quand on regarde un peu cette polémique, il y a eu cette dernière semaine relayée par une partie de la presse en tout cas, entre le procureur de la République et les enquêteurs. On a l'impression qu'il y a eu de la précipitation dans cette affaire pour envoyer Khalifa Sall en prison. Du cafouillage et des indiscrétions donc relevées par une certaine presse indiquent que bon, il y avait même une confusion au sein des corps qui étaient chargés d'enquêter, etc. Donc tout est dire que ça veut dire que ça n'a pas été quelque part sérieux. Mais encore une fois, avec la vérité. Moi, je crois que les aspects techniques, ce n'est pas trop intéressant. Ce qui importe de relever, c'est que Macky Sall, en accédant au pouvoir en 2012, avait hérité d'un pays stable. Véritablement, de tels problèmes, on les avait dépassés depuis longtemps. Et vous me dites Khalifa Sall, mais on peut toujours parler aussi de Karim Wade, parce que ce n'est pas un cas isolé. La CRI, bon, une cour qui avait été mise en veilleuse pendant presque 3 décennies, et qui, du coup, est ressuscité. Bon, ça pose problème. Donc, il y a une justice du double standard au Sénégal. Ça, on ne peut pas dire le contraire. C'est ce qui s'est passé aussi bien avec l'affaire Karim Wade que l'affaire Khalifa Sall. Et naturellement, ça induit un certain cafouillage, une certaine confusion préjudiciable. Ces affaires-là peuvent être source d'instabilité. Mais bien sûr, et peut-être que quand on avancera dans le débat, on va relever les sources d'instabilité. Il va falloir se fonder sur le contexte dans lequel cela survient. On est dans un contexte où on parle de terrorisme. On est dans un contexte où on parle de découverte de recherches naturelles importantes et très convoitées au Sénégal, à savoir le pétrole et le gaz. Il y a aussi le syndrome du troisième mandat, il ne faut pas l'oublier, en Afrique de l'Ouest. Pas plus tard qu'avant-hier, on a prêté au président mauritanien l'intention de briguer un troisième mandat. Je crois que c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et il y a le Mali qui est peut-être toutes les crises qui guettent actuellement la sous-région. Ça doit motiver, en tout cas, certains à faire attention, parce qu'il ne faut pas jouer avec le feu et c'est très stable. Alors, restons un peu dans cette affaire Khalifa Sall. Est-ce que le déroulement de l'affaire depuis quelques semaines, en tout cas, depuis l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, n'accrédite pas la thèse selon laquelle le seul objectif des tenants actuels du pouvoir, c'est que Khalifa Sall reste en prison? Absolument, absolument. Moustapha, moi, ce qui m'a fait rire dans cet arrêt, parce que c'est vrai que cela m'a fait rire, je me suis dit quelque part qu'il y avait quelque part la main de Dieu. Parce que, comme on dit tout le temps en criminologie, il n'y a aucun crime n'est parfait. Ce crime contre Khalifa Sall et compagnie a été mis à nu juste par un arrêt des juges de la CEDEAO. Et ces juges, en lisant l'arrêt, moi, j'ai eu honte d'être sénégalais parce que c'est une leçon de moralité et une leçon de justice. Non, je l'ai lu entièrement. J'ai pris le temps de lire pendant au moins une semaine et j'ai relu. Je me suis dit, non seulement ces gens ont dit le droit, non seulement ces gens ont remis le droit à sa place, mais ces gens ont carrément banalisé notre justice et notre police. C'est-à-dire, ils se sont fondés, parce que c'est le plus important, ils se sont fondés sur notre code de procédure pénale et notre code pénal pour sortir toutes ces incohérences et ces dérapages qui ont conduit à la condamnation de Khalifa Sall. Mais en fait, plus loin, je dirais que cela démontre aussi quelque part que l'agenda du pouvoir, en continuant de maintenir, c'est-à-dire en foulant au pied l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, cela prouve que le pouvoir avait effectivement un agenda politique caché, c'est-à-dire mettre Khalifa Sall en prison
gagner les législatives. Je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques mois. J'avais dit qu'en fait, en condamnant Khalifa Sall à 5 ans de prison, ce n'était pas non seulement pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle, mais c'était aussi pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection locale et aux prochaines législatives. En fait, c'est ce qui est recherché. D'autant que beaucoup pensent d'ailleurs qu'il pourrait y avoir des élections locales et législatives à partir de 2020. Ce ne serait pas une surprise de toute façon. Si le passe comme il le dit, comme il le souhaite au premier tour, il fera tout dans cette même logique d'organiser des élections couplées législatives et locales pour essayer de tout rafler. Avant de parler de ces élections-là, si le président Macky Sall passe en 2019, est-ce qu'on ne va pas, il parlait du syndrome du troisième mandat, mais est-ce que sa réélection ne va pas ouvrir une autre phase enfin, je dirais pas de crise, mais en tout cas de bataille au sommet de l'État du parti au pouvoir en 2024? Parce que les candidats à la succession ne manquent pas. Oui, mais Moustapha, vous savez, on l'avait dit l'année dernière ici, que le problème avec ce référendum qu'on avait fait, et que les décrets d'accompagnement qui devaient accompagner et encadrer les textes, les textes qui ont été modifiés dans ce référendum, ces décrets qui n'ont pas été encore pris, nous avions dit à l'époque, ou plutôt moi j'avais dit à l'époque, que c'est une porte ouverte à un troisième mandat. Je vois Macky Sall se représenter en 2024. Je ne vois pas un autre de la paire ou du parti au pouvoir qui a le suppléant en 2004. C'est lui-même que je vois se représenter en 2024. On verra tout ce que c'est. Alors, on va rester dans ces problèmes judiciaires avant de reparler de la présidentielle Pape Sané, si vous le voulez bien. La crise de confiance entre la justice sénégalaise et les justiciables, on l'a toujours dit, elle est là, on le sent à travers quand on entend les Sénégalais parler, il y a aujourd'hui un sérieux problème entre le justiciable et la justice. Est-ce que cela veut dire, comme le soutiennent certains, que le dernier rempart de cette démocratie, de cette république, est finalement tombé avec cette affaire Khalifa Sall? Il y a cette affaire Khalifa Sall, il y a aussi l'affaire Imam Ndao sur laquelle peut-être on reviendra. Voilà, parce que là, en théorie, il y a une séparation des pouvoirs, mais dans la pratique, c'est une séparation de fonctions. Comme qui dirait qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif qui véritablement engloutit tous les autres pouvoirs. Et cela pose problème. Parce qu'on est en démocratie. Or, le principe sur lequel repose la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. On doit avoir un pouvoir indépendant qui puisse bénéficier un pouvoir judiciaire qui puisse bénéficier de toute son indépendance. C'est ça le socle de la démocratie. La démocratie, c'est le fait de maintenir les branches de la justice égales pour tous. Ce qui pose problème, ce n'est pas parce que tel a volé, etc. Mais c'est parce que à une seule personne. C'est ça qui pose problème dans toute cette affaire. Ce n'est pas de dire que bon, Karim Wade a volé ou n'a pas volé, mais pourquoi Karim Wade seul doit y rendre compte et non pas Aliou Sall? Pourquoi Khalifa Sall seul doit y rendre compte et non pas Mame Mbaye Niang? C'est ça le problème actuellement. Effectivement, comme vous dites, il y a une prise de confiance. Quand on se base sur cette polémique qu'Afia vous avez dit tout à l'heure, entre le procureur et ses enquêteurs, quand on se souvient un peu de cette affaire Prodac, ici, il n'y a pas de réaction du parquet. Et ça a été très grave. Est-ce que cela n'accrédite pas la thèse que vous êtes en train de développer, que finalement, il y a une justice à appliquer pour Thierno Diop et une autre à appliquer pour... Et là où c'est grave, si vous vous souvenez bien, lors de sa conférence de presse précarcérale, bon, je parle de l'emprisonnement par rapport à l'emprisonnement de Khalifa Sall. Donc, lors de sa conférence de presse précarcérale du 3 mars 2017, le procureur de la République avait menacé, appelant au respect la justice. Il avait dit qu'il ne laisserait plus jamais les gens s'attaquer aux magistrats. Mais les magistrats font partie de l'administration à ce que je sache. Qui n'a pas entendu Mame Mbaye Niang remettre en cause un rapport produit par une structure de l'État? Mais c'est la première forme d'irrespect envers l'administration, moi je crois. Bon, là, si véritablement il aimait des menaces, il a là de quoi fouetter il y a véritablement matière à débattre. Donc tout est-il que, moi il y a des dérives, plus en plus, par rapport à la perception qu'ont les Sénégalais de leur justice, de leur administration. Il y a un monétisme d'État. Il y a un centralisme qui fait que même si vous voyez les nominations à la tête des structures, tout est politisé. Vous allez par exemple au ministère des Finances, le ministre lui-même, il est inspecteur des impôts et domaines. Le directeur des domaines, il est de l'Alliance pour la République.
Ils sont tous de la reste de la République. Mais ça pose problème par rapport même au fonctionnement de l'administration, à la perception que les Sénégalais vont avoir de l'administration. C'est comme si on était dans une sorte de république bananière. Or, le Sénégal, en matière de modernisation de l'administration, a toujours donné des leçons à son entourage. Alors, le président Abdoulaye Wade disait que certains magistrats sénégalais, c'est un peu comme l'esclave, c'est l'image qu'il avait donnée, vous lui donnez sa liberté, il va jusqu'à la porte et puis... Une façon pour lui à l'époque de dire qu'il appartient aux magistrats de s'assumer, d'assumer leur liberté. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'à chaque fois qu'on a espéré un espoir, un regain enfin un espoir par rapport à ça, on retombe dans certains travers. En tout cas, c'est ce que dit une bonne partie de l'opinion. Que peuvent faire alors actuellement les magistrats sénégalais, surtout les plus jeunes, pour retrouver cette crédibilité-là? Oui, juste pour rebondir, avant de revenir sur votre question, juste pour dire qu'effectivement on fait face à une justice sélective dans ce pays. Hein. Il ne faut même pas se voiler la face. C'est une justice sélective, c'est-à-dire elle se lève juste parce qu'on lui a désigné des coupables. Là, tout à l'heure, je viens de recevoir un texto et la personne qui me l'a envoyé a tenu à ce que je le dise publiquement. Était à cette occasion couvrir une manifestation dans ce... Alors, c'est des populations qui, fatiguées de voir leur maire prendre violer leurs droits, voler leurs ressources, voler leurs terres et tout. Ces populations ont porté plainte depuis Moustapha Diop, depuis bientôt 3 mois devant le juge d'instruction. C'est-à-dire, pour éviter même que le procureur s'amuse à bloquer ou à ralentir leur procédure, ils ont été déposer leur plainte chez le juge d'instruction. La loi fait obligation au juge de le transmettre au procureur pour le réquisitoire nécessaire. Mais depuis 3 mois, ce dossier est bloqué dans le bureau du procureur. Ce maire est apériste. Juste parce que ce maire est apériste, il s'agit de la commune de Kafountine qui a encore récemment été à la une de tous les journaux. Absolument, avec les coupes de bois. Oui. Non, pas les coupes de bois. C'est une histoire de centaines de millions de fausses quittances, de faux tickets, de redondances indûment récupérées, indûment encaissées, que le maire fait depuis 2014 et que personne ne trouve à redire parce que justement, les populations fatiguées ont été chercher le secours du Forum civil qui a décidé de les encadrer, mais depuis 3 mois. Donc ça, c'était pour vous dire que cette justice, elle est sélective. Ça, il ne faut même pas se voiler la face, elle est sélective. Il suffit qu'on soit de l'APR pour ne pas être poursuivi. Regardez ce qui se passe, ces cas qui sont cités à foison depuis 2014. Il n'y a pas une année où un rapport n'épingle pas un fonctionnaire ou un membre de l'APR. Il n'y a pas un rapport qui n'épingle pas depuis 2014 un membre de l'APR. Tous tant qu'ils sont. Et puis, vous avez une fois vu un procureur ou bien un juge se lever pour essayer de donner une suite quelconque à ces choses-là. Non, c'est pas ce qui semble bizarre, c'est que ces personnes citées ne subissent même pas de sanctions administratives. Je veux dire, le ministre même qui a eu le courage, disons-le comme ça, je mets des guillemets, Mame Mbaye Niang, qui a eu le courage de démissionner, on l'a rappelé, il garde son poste malgré tout ce qu'on a dit sur... Mais justement, donc c'est juste pour conforter que cette vertu et cette sobriété qu'on nous avait proposée en 2012 n'existent que dans la tête de ceux qui veulent y croire. Elle n'existe pas. Apparemment, le président Macky Sall a décidé que ces troupes, comme il l'aurait confié à un marabout, à un chef religieux, quand le rapport de l'OFNAC avait été rendu public, qu'il comptait se séparer de Mme Nafi Ngom Keïta, juste parce que celle-ci c'était prise plutôt à ses proches. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce genre de conduite dans un pays, ce genre de conduite nous conduit à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire une justice sélective. Les jeunes magistrats, effectivement, vous avez raison de les citer. Ces jeunes magistrats, en fait, sont atteints dans leur chair. Quand vous leur parlez, quand vous essayez de parler, de discuter avec eux, vous voyez que ces gens ne comprennent pas comment des aînés qui ont eu à faire plus de 30 ans de service où ils ont eu tous les honneurs, comment ces aînés peuvent continuer aussi à courber l'échine. C'est juste pour revenir à ce que disait Wade. Manam ñi bo len baye sax ne len légui baye na len buñu démé ba génn mbéd bi dañuy dellu ci wat parce que lolu ñu ko len note. En fait, je crois que notre justice là a besoin d'un NEP national. Voilà. Pourtant, ce NEP national là, on tire sur cette justice, enfin on tire sur certains magistrats, mais c'est les libérés,
l'imam Ali Badara Ndao, après pratiquement 3 ans de détention, il a quitté alors là où le procureur avait requis contre lui 30 ans de prison ferme. Est-ce que nous aussi, on est cohérent avec nous-mêmes? Quand ça va dans un sens, on dit oui, c'est une bonne décision. Quand ça va dans l'autre sens, on dit que oui, la justice ne fonctionne pas normalement. Est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau? Pour aller plus loin, c'est les mêmes magistrats qui avaient libéré Idrissa Seck en pleine mi-temps donc de la demi-finale de l'article 2006. Non, parce que une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Moi, j'ai entendu même des proches parents de Aliou Ndao remercier la justice sénégalaise. Mais il y a quelque chose qui nous taraude de l'esprit et on ne peut pas nous empêcher de nous poser des questions. Comment peut-on détenir une personne pendant 3 ans et le libérer comme ça? Bon, cela pose problème. Et plus grave, on assiste au Sénégal à l'émergence du phénomène. Mais partout où c'est le cas, il y a une sorte de paranoïa sécuritaire des États qui usent de la chose pour museler une certaine opposition. Et moi, je crois qu'Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ont alerté par rapport aux dispositions qui ont été prises, je crois, pas plus tard que l'an dernier, etc. Parce que, bon, là, c'est très dangereux. Il ne faudrait pas qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, qu'on puisse mettre la main, mettre le grappin et un beau jour le libérer comme ça. Moi, je crois que c'est trop grave. Quand bien même tout est bien qui finit bien, l'imam Aliou Ndao a été libéré. Alors, je me souviens, vous nous aviez dit ici, je crois que c'était vous, qu'on a arrêté quelqu'un pour terrorisme, alors qu'en réalité, comme en France, le pôle antiterroriste, ça existe là-bas, qui fait des enquêtes, qui ne fait que ça, qui ce sont des spécialistes de cette question-là, ça n'existe pas au Sénégal, des magistrats antiterroristes au Sénégal. Quand j'ai entendu le verdict, je me suis dit, mais Pape Sané avait finalement raison, on a arrêté quelqu'un alors qu'on n'a pas la compétence pour faire des enquêtes sur le terrorisme. Oui, absolument, absolument. Et je rends aussi grâce à Dieu, parce que aussi Imam Aliou Ndao, moi j'ai été le voir, et j'ai vu un monsieur quand même très croyant. Ça c'était à l'époque, donc je rends un peu grâce à lui, je le félicite également. Mais par contre, concernant cette affaire, c'est vrai que vous avez raison, ce sont les mêmes magistrats qui retiennent Khalifa Sall, qui l'ont libéré. Oui, mais vous savez, les intérêts ne sont pas les mêmes. Hein. Quelqu'un disait que l'imam Ndao libérer l'imam, c'est pas compliqué parce qu'il n'est pas candidat. Il n'est candidat à rien du tout. Et au contraire, ça permet quelque part de dégonfler toute la colère qui couvait autour des familles religieuses quand même. Parce que quoi qu'on dise, même si elles ont gardé le silence sur cette affaire, mais moi je sais que toutes les familles religieuses étaient remontées contre cette arrestation. Qui avaient commencé à en parler. Voilà, donc je crois que quelque part c'est faire d'une pierre 2 coups. Mais bon, je reviens à ma première logique. On ne peut pas juger Imam Ndao sur des faits aussi graves que le terrorisme à partir d'un tribunal ordinaire. Oui. C'est-à-dire ça, c'est manquer même de respect, je crois. Voilà. On peut pas, c'est-à-dire le préalable qui devait être mis avant l'arrestation et l'instruction, le jugement de Aliou Ndao, rien n'a été fait. Donc moi je dis que cela découle de ce verdict, donc découle de tous ces manquements qui ont été notés durant l'arrestation, durant l'instruction de Imam Aliou Ndao. Ceux qui l'ont jugé, ceux qui l'ont arrêté ne sont pas des spécialistes de la lutte contre le terrorisme. Ceux qui ont instruit son dossier, c'est-à-dire le doyen des juges, n'est pas un juge antiterroriste. Le parquet de Dakar n'est pas un parquet antiterroriste. Il n'y a pas un pôle antiterroriste au Sénégal où on peut s'amuser à traîner des gens devant le tribunal pour des faits aussi graves. Maintenant, il revient à la justice d'essayer de se mettre à niveau. Parce que Thierno a raison, nous vivons une ère où cette question du terrorisme interpelle tous les pays sérieux ont essayé de relever le niveau de leur juridiction. Il faut qu'au Sénégal, qu'on essaye quand même d'équiper non seulement nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité et de défense, mais aussi mettre à niveau les magistrats qui seront chargés de juger. Parce qu'on ne peut pas me prendre moi pour apologie au terrorisme ou...
Surtout, parce que quelqu'un me disait que si on arrête des imams pour apologie au terrorisme, ils vont arrêter de bouler tous les imams du Sénégal, parce que le discours du vendredi, c'est... Le football, il est partout le même au Sénégal. Alors, je rappelle à nos éditeurs et téléspectateurs que c'est l'émission Actu en 7 qu'ils sont en train de suivre et que je reçois ce samedi les journalistes Pape Sané et Thierno Diop. Pape, je reste avec vous pour parler politique. On a parlé politique avec Khalifa Sall, mais politico-judiciaire. Là, parlons politique avec la présidentielle de 2019, le cas Karim Wade. Est-ce que, très très sincèrement, vous croyez que Karim Wade pourra être candidat? Oui, l'article 31, oui, je crois qu'il peut être candidat. L'article 31, vous dites que oui. Pourtant, c'est le même article qui dit qu'il ne peut pas être sur les listes, c'est d'après la direction générale des élections. Oui, mais vous savez, la direction générale des élections, elle a tout faux. Et ça, je le dis tout, parce qu'ils ne sont pas en la matière ceux qui sont chargés d'invalider ou de valider une inscription. Vraiment, c'est-à-dire le fait de poser cet acte-là. Vous disiez que la gravité, c'est que c'est un fonctionnaire, c'est justement, fonctionnaire qui décide de qui à la place de... Ouais. Donc, rien que cet acte, je dis, c'est pour ça que je dis, j'ai convoqué l'article 31, justement, qui empêchait Karim d'être candidat. C'est pour ça que j'ai convoqué ce fameux article 31. Parce que le fait que ce soit des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui se lèvent pour décider si moi, Pape Sané, mon inscription est valide ou pas, c'est-à-dire ça pose un sérieux problème dans ce pays-là. Donc, c'est juste pour nous permettre de revenir à ce problème que traverse notre justice. Parce que c'est un problème qui devait être tranché par la justice. Est-ce que la justice n'avait pas déjà tranché cette question-là? Parce que quand il y a eu le verdict de la CREI, le ministre de la Justice de l'époque, Sidi Kaba, est allé sur le plateau d'Anthès, même dans une conférence de presse, il a dit que ce verdict n'empêche en rien à Karim Wade d'être candidat ou électeur, parce qu'il dit qu'il garde ses droits politiques, civiques et civils. Est-ce que la justice n'avait pas déjà tranché cette question-là? Oui, la justice avait peut-être tranché, parce qu'à l'époque, Maître Sidi Kaba était ministre de la Justice. Mais en fait, quand je dis tranché, ça dit... À ce que je sais, il revient au Conseil constitutionnel d'invalider une inscription. Il ne revient pas au ministre de l'Intérieur ou au directeur général des élections. Mais vous savez, comme tout à l'heure Thierno l'a dit, nous faisons face depuis 2012 à une politisation de notre administration, de notre haute administration, c'est-à-dire celle-là qui faisait la fierté du Sénégal. À l'époque, un haut fonctionnaire de l'État, mais c'était un dieu. Nous qui avons vécu un peu dans les régions, nous savions ce que c'était un gouverneur ou un préfet. Mais vous voyez un peu, aujourd'hui, tout est politisé. Donc, on demande à des fonctionnaires qui devaient se limiter. Simplement parce que c'est attaqué au président. Oui, ça, c'est des comportements quand même indignes d'une administration. Si maintenant on demande à des administrateurs, des commis de l'État, de se substituer à une justice, je crois que là, on a atteint le seuil d'alerte dans ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas là le véritable danger? C'est qu'aujourd'hui, c'est la fierté des Sénégalais, c'est-à-dire ces fonctionnaires de talent, ces fonctionnaires très respectés, ces hauts fonctionnaires, comme il dit, sont dans la politique. Peut-être que les gouverneurs, enfin, à ce que je sache, n'ont pas la carte de la paire, mais vous disiez tout à l'heure, le ministre des Finances, le directeur des domaines, etc. Ils sont tous aujourd'hui des responsables de la paire. J'ai entendu récemment le directeur des domaines, je crois, Mamoud Diallo, au cours d'une rencontre politique à Louga, il dit que oui, tous les titres un titre foncier parce que c'est la décision du chef de l'État, oubliant peut-être qu'il est là en tant qu'homme politique et non en tant que directeur, en tant que fonctionnaire. Oui. Donc, effectivement, comme j'ai eu à le dire précédemment, il y a une tendance à la politisation de l'administration. Et cela est trop grave. Parce que moi, je crois que certains postes doivent être dépolitisés. Et par-delà même ceux qui sont dans les régies financières, etc. Même les agences, il y a des agences trop stratégiques. Il y a des magistrats qui ont quitté la magistrature pour aller avec une demande de disponibilité pour devenir militants de la paix. Bon, je prends l'exemple d'une agence comme l'ARTP, Agence pour la régulation de la télécommunication et des postes. Moi, je suis du département de Pikine, mais le directeur général de l'ARTP, il fait ce qu'il veut. Mais on a l'impression qu'il est Crésus. Un laps de temps et qui connaissait, mais comme Luc, et qui connaissait Abdou Karim Sall à la veille de la présidentielle de 2012. Mais personne. Moi, je crois que à ceux qui s'intéressent de nettoyer les écrits d'Ozias, il y a matière à nettoyer de ce côté-là. Donc, de manière générale,
il y a une tendance pernicieuse à la politisation de l'administration. Je crois que les exemples sont à foison. Et le népotisme régnant au port autonome de Dakar sous l'ère Cheikh Anta, etc. Un DG débarqué de ses fonctions qui pose des actes administratifs. Et comble de ridicule, il est Premier ministre. En charge de quoi? Du plan Sénégal émergent. Le document à partir duquel on pilote toute la stratégie gouvernementale. Moi, je crois que ça, ce n'est pas on est à milieu de la rupture promise aux Sénégalais. Donc, mais vous me permettez de revenir sur le cas Karim Wade. Oui. Si réellement il peut être candidat. Je crois que le pouvoir ne se donne pas. Il se conquiert, surtout dans nos démocraties tropicales. Parce que Karim Wade a de qui tenir, Maître Abdoulaye Wade, son père, mais si vous vous souvenez bien, dans les années 80, 90, tout n'a pas été facile pour lui. Mais les libertés, il se les a arrachées. Il s'est battu mordicus plusieurs fois. Or, je ne suis pas en train de regarder par le trou de la sur de ce qui ne me regarde pas, mais force est de constater qu'il y a des problèmes par rapport à ce PDS. Si on pensait de ce parti, parce que le PDS qui symbolisait le SOPI, le PDS guerrier, le PDS combatif, moi je crois que ce PDS-là n'existe pas. Peut-être. Ce PDS-là a vieilli. Les combattants ont pris de l'âge oui. Et que le parti n'a pas su renouveler bien sûr. Bien sûr. Parce que là, c'est une question de principe. Au plan international, Karim Wade a gagné toutes les batailles. Donc moi, je crois que il va falloir être droit dans ses bottes et revendiquer. Parce que là, il y a toute une hypocrisie autour de ce plan B. J'entends même certains responsables du PDS dire qu'ils prévoient de désigner un plan B. Alors que c'était les mêmes qui, en 2015, avaient plébiscité Karim Wade à un score presque soviétique candidat du parti à la présidentielle. Alors qu'en son temps, il était en prison. Ceux-là ignoraient-ils que Karim Wade était en prison et qu'il pouvait être rattrapé par son dossier tôt ou tard. Parce que le problème, c'est la CREI. Mais visiter les mémoires du magistrat Ousmane Kabara, qui fut à l'époque président de la Cour suprême. Dans ses mémoires, il regrette cette cour. Il a dit que heureusement que ça n'a pas empêché ma carrière, parce que je n'ai pas tranché en tant que président de la Cour suprême. Vous revisitez le livre écrit par Latif Coulibaly sur le Parti socialiste. Bon, lui, l'explication qu'il donne de la crise, c'est que ça a été un cours créé pour liquider les barons socialistes hostiles à l'émergence de Abdou Diouf et de ses affidés, etc. Donc, ce sont les mêmes motivations qui existaient en 1980, qui sont revenus en surface presque 30 ans après. Parce que, de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, vous savez, moi, les questions juridiques, je ne me présente pas dessus trop longtemps. Parce que le droit, comme j'ai l'habitude de dire, c'est trop élastique. On peut le tirer dans tous les sens. Il y a toujours dans un code des dispositions qu'on peut manipuler dans le sens de ses intérêts. Le problème n'est pas juridique, vous permettez, pour revenir au plan B, par rapport au plan B du PDS, le problème, il est politique. C'est pas pour le PDS de réfléchir à un plan B ou bien à une carte. Non, c'est pas, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il va falloir donc mener le combat jusqu'au bout. Donc pour vous, Thierno, voilà. Il va falloir que Karim Wade rentre au pays, quitte à aller directement en prison. Qu'il rentre au pays, qu'il aille en prison. Mais qu'il aille en prison. Parce que vous savez, comme disait Nelson Mandela, il manque toujours une dimension à l'homme politique qui n'a pas fait la prison. Or, Karim Wade doit affronter les rigueurs de la politique telles que ça fait de manière sous nos tropiques. Voilà. Alors, est-ce que faut prendre Abdoulaye Wade au sérieux quand il dit que si Karim Wade, il ne parle même pas de son fils seulement, il dit que si Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas candidats, ils vont brûler les listes électorales. Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Oui, bon, brûler les listes, je crois que bon, c'est un discours politique. Mais bon, qui connaît Abdoulaye Wade, c'est qu'il en a encore à donner, et surtout concernant son fils. J'ai lu récemment une interview dans laquelle il dernière bataille, oui. Et qu'il comptait la mener vraiment à terme. Donc comme Thierno l'a dit, moi je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, nous vivons des semblants de démocratie, hein. Il faut avoir le courage de le dire. Nous vivons, nous disons, nous prononçons, nous nous comportons, nous essayons de nous comporter comme des démocrates, du moins comme l'avait dit Ousmane Ngom à l'époque. Agir comme un... Voilà, justement. C'est ce qui se fait dans ce pays, hein, il faut le reconnaître. Mais Karim Wade, quand même, j'ai dit, il lui faudra faire des sacrifices. Parce que le pouvoir,
il ne s'acquiert pas, voilà, comme ça, par un claquement de doigts. Non, il faut que Karim Wade quand même prenne son courage, il faut que le PDS prenne son courage, que Karim descende sur le terrain politique. Il a déjà fait quoi, quelques années de prison. Refaire quelques années de prison pour le pouvoir, je crois que ça... Certains disent qu'il ne lui manque pas les troupes quand on regarde ce qui reste au PDS, malgré les départs de Mamadou Diagne Fada et des autres. Et il y a quand même ce renouvellement avec les karimistes et que Karim Wade a de quoi, sur quoi s'appuyer pour mener un combat. Il lui reste peut-être le courage de le faire. Il reste, je crois, juste le courage. Parce que moi, en fait, ce que j'ai constaté, la nouvelle mue que j'ai constatée dans le PDS, ça je le dis, j'ai constaté depuis les législatives passées que le PDS... J'ai vu un peu à Saint-Louis, à Dagana, et même à Podor, le fief de l'APR, j'ai vu que le PDS avec l'autre là, l'ancien maire de Ndioumla, j'ai vu que le PDS quand même s'était ressuscité. Quand vous allez un peu dans la région de la Casamance naturelle, c'est la même chose. Quand vous allez un peu à Kédougou, vous vous rendez compte que ce PDS qui avait perdu le pouvoir, quand même, beaucoup de force. Et voilà. Et cela, surtout avec les karimistes, maintenant, il leur revient juste d'avoir un leader courageux qui sera là pour mener le combat. Parce que quoi qu'on dise, Wade, avec toute sa bonne volonté, est atteint par l'âge. Mais je crois qu'avec un Karim Wade ou avec un autre candidat qu'on choisira à l'avance, ce PDS pourra faire des dégâts. Alors, beaucoup disent que l'objectif final de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall de la prochaine présidentielle, et puis ouvrir un boulevard à Macky Sall qui mènerait directement à un deuxième mandat. Est-ce que vous pensez que ça peut faciliter la tâche, écarter Khalifa Sall et Karim Wade? La nature a horreur du vide. Même s'ils sont écartés, je crois que bon, le président Macky Sall doit se rendre compte que il peut éliminer ses opposants, mais il ne peut pas éliminer l'opposition. L'opposition est à titre symbolique, c'est une... Parce que, souvenez-vous du cas Yaya Jammeh, quand il avait écarté toutes les têtes de gondole de l'opposition gambienne, qui avait surgi du néant, Adama Barrow, celui donc, que rien ne peut disposer vraiment à remplacer Adama Barrow. Mais Moustapha, si vous permettez, il faut tenir un langage de vérité aussi à cette opposition. Comme dit Olaf Ndiaye, Badol doit me jugal ma tok. Da koy bumax bu. Mais ça se passe comme ça. Parce que là, il y a trop de fumisterie et d'hypocrisie. Parce qu'il faut savoir que le PDS à lui seul ne peut pas battre Macky Sall. Khalifa Sall à lui seul ne peut pas battre Macky Sall. Or, les gens sont dans des logiques de plan B. C'est comme au marché Moussante où tout le monde se croit plus rusé que l'autre. Mais vous avez vu la dernière marche de l'opposition. Ça avait presque fini en queue de poisson. Chacun avec ses propres revendications. Chacun avec ses propres... Vraiment, ça a tiré à U et à Dia. Parce que le sort de Karim Wade arrange certains opposants. Il faut avoir le courage de le dire. Il prie pour que Karim Wade ne retourne jamais au pays. Le sort de Khalifa Sall arrange certains opposants. Parce que là, je vais être un peu... Bon, ça va être chimérique de le préconiser. Mais le passé a montré qu'à chaque fois que l'opposition s'est réunie du mieux qu'elle a pu, ça avait porté ses fruits. Même depuis Senghor, si on remonte le temps, en 1948, c'est pourquoi on parle de bloc démocratique sénégalais. Parce que Senghor, il avait eu l'intelligence de fédérer tous les groupements régionaux. Donc de Tambacounda, si vous allez au Djolof, il y avait Bokor Boydoko, MF, etc. Ils s'étaient regroupés pour former le bloc démocratique sénégalais, pour pouvoir battre Lamine Gueye. En 1988, si Maître Abdoulaye a pu secouer l'ogre socialiste, c'est parce qu'il était à la tête d'une coalition. En 2000, ça a porté ses fruits, il est devenu président de la République. Bon, en 2008 ou 2012, on avait théorisé la candidature unique de l'opposition. De l'époque, un tel projet qui avait fini en eau de boudin. Mais moi, je crois qu'il faut ressusciter la chose avec cette opposition. Parce qu'il faut rationaliser en tout cas les candidatures. D'accord pour un leadership éclaté, mais en des pôles véritablement rationnels. Or, je crois que pour véritablement tenir la dragée haute face à Macky Sall, tel que je vois les choses là, si Karim Wade doit être écarté et Khalifa Sall écarté, un candidat unique
Ouais. Alors, Thierno le dit, à la nature a horreur du vide. On parle beaucoup de Karim Wade, de Khalifa Sall, de Idrissa Seck, de Macky Sall. Mais est-ce que la présidentielle de 2019 ne pourrait pas être celle d'un candidat qu'on n'attendait peut-être pas? On parle depuis quelque temps d'Ousmane Sonko, de Cheikh Agibou Soumaré, mais également d'autres Sénégalais qui pourraient présenter leur candidature. Est-ce que l'heure pour les Sénégalais n'est pas de regarder véritablement la meilleure et de le mettre à la tête de la mettre à la tête de ce pays? Oui, effectivement. Mais Moussa, vous savez, récemment, je faisais une réflexion par rapport aux différentes alternances qu'il y a eu. Et j'ai dit que quelque part, malheureusement, Macky Sall et ses partisans n'ont pas tiré les enseignements de l'histoire. J'ai dit que nous, peuple sénégalais, nous sommes très en avance par rapport à nos politiciens. Et cela, ils ne le comprennent pas. Ils se trompent tout le temps, alors que nous sommes en avance par rapport à eux. Vous prenez 2000, Abdou Diouf était quasi sûr de gagner. Quasi sûr. Oui. En 2012, c'était la même chose. Abdoulaye Wade était quasi sûr, quasi assuré de gagner. Il a même dit dans ses propos. Et là, en observant le processus que prend l'APR depuis quelques mois, ça dit certitude de gagner. C'est-à-dire, ils font, eux, appel juste à la coloration politique. Mais ils oublient qu'il y a le peuple sénégalais qui est souverain, qui décide de qui va présider à ses destinées. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc moi, je suis arrivé à la réflexion suivante. Je me dis que ces gens, malgré tous les artifices, malgré tous les calculs qu'ils sont en train de faire, la rétention des cartes d'identité, le découpage électoral, l'emprisonnement des leaders politiques, la transhumance à outrance, à coups de millions et de milliards. Et je dis malgré tout ça, c'est-à-dire que c'est comme quelque part, s'ils ne nous respectaient pas, quoi, c'est-à-dire que ce peuple-là qui est souverain, qui décide au dernier moment, qui sera président. Le problème avec la classe politique, Pape, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en faisant le calcul, en posant certains actes, tu as l'impression que pour eux, ce que le peuple pense n'est pas très important. Quand on a entendu hier avec Moudou Diagne Fada, on a l'impression que pour eux, ce qui est important, c'est les responsables politiques et leurs militants. Le reste, c'est pas du tout important. Mais vous, comme vous le dites, hein, il faut s'attendre maintenant à ce que le peuple se réveille, comme il l'a fait en 2000, comme il l'a fait en 2012, pour choisir un Moustapha Diop ou un Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre. Et ça va être la grande surprise de ce pouvoir. Parce qu'actuellement, tous ces yeux sont rivés contre des opposants. Aujourd'hui, on a fini de faire le vide autour de Khalifa Sall, on a fini de faire le vide autour de Karim Wade et certains autres leaders qui ont décidé d'accompagner le président. Mais quand même, je dis qu'il reste encore des leaders qui peuvent créer une surprise en 2019. Est-ce qu'on peut rêver que les Sénégalais se disent en 2019 que bon, depuis 1960, ça tourne autour d'un même cercle, donc pouvoir, c'est les mêmes qui reviennent avec des combines, des combats à n'en plus finir. Est-ce qu'on peut rêver que les Sénégalais se disent, écoutez, à partir de 2019, choisissons le meilleur parmi nous, qui ne soit même pas dans la classe politique classique qu'on connaît, mais qui puisse incarner une véritable rupture, parce que cette rupture-là, on l'attend depuis le départ de Senghor, on le voit. Vous parlez de la cité idéale. Oui. Ça, c'est la cité idéale. C'est l'idéal, mais il y a la cité réelle. Or, Moustapha, avec les technocrates qui sont en politique, c'est que il y a le taux d'analphabétisme. C'est une réalité. Souvent, les discours de certains technocrates, bon, ça ne passe pas. C'est pourquoi il faut se méfier des partis comme le Parti socialiste, la France favorable à Khalifa Sall, ou bien le Parti démocratique sénégalais. Vous savez, Wade, bon, il lève le doigt, il y a des troupes qui suivent. Donc c'est un électorat véritablement très collé à Wade. Et qui puisse être le candidat Abdoulaye Wade, je crois qu'il va bénéficier de ça, parce qu'on l'a vu lors des législatives. Le PDS était classé deuxième, et donc c'était classé premier. En tout cas, la coalition... Certains ont même dit qu'à Dakar, beaucoup de Wadistes ont voté Khalifa Sall, parce que justement pour eux, c'était le candidat de Wade. Pour sanctionner. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les Hadjibou Soumaré, il y a Ousmane Sonko, il y a Boubacar Kamara, il y en a d'autres. En tout cas, il y a des néophytes qui entrent en politique, qui se posent
c'est bon pour le principe. Mais moi, je crois que l'éclatement de ce côté est tel que ça risque de leur porter préjudice. Il ferait mieux de s'allier. Est-ce que pour eux, justement, l'idéal n'aurait pas été d'avoir... Oui, vous vous souvenez bien, si vous vous souvenez, Abdou Latif Coulibaly, vers 2009, il avait théorisé la désignation d'un candidat de la société civile à la tête de l'opposition sénégalaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, c'était même son projet à lui. Il avait présidé à la création de Benno Alternative 2012, vous vous souvenez bien, quand il a eu l'éclatement de Benno Siggil Sénégal, les Maltoussi Djamil et autres, et Diallo Diop, je crois, Abdou Latif Coulibaly, etc., des personnalités de la société civile avaient monté Benno Alternative 2012, qui avait naturellement fini en eau de boudin. Donc, Hadjibou Soumaré, Ousmane Sonko, dans une moindre mesure même, Thierno Alassane Sall, il doit pouvoir se regrouper, former un pôle. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais ont besoin d'un homme neuf. Parce que comme dit Olof Ndiaye, mbir du defare ci loxoyam yàqoo. Or, bon, la manière avec laquelle l'APR politique, c'est de cette manière-là que le Parti socialiste politiquait, que le Parti démocratique sénégalais politiquait. Ce sont, Maître Wade lui-même, il est issu du Parti socialiste, je crois. Il conserve les mêmes pratiques. Or, nous, on a besoin d'avoir ce que le Bénin a. Et même la Côte d'Ivoire, parce que le président Alassane Ouattara, quoi qu'on puisse dire, il n'est pas un politicien traditionnel. C'est un technocrate qui avait été le président Félix Houphouët-Boigny, etc. Donc, en Guinée-Conakry aussi, il y a l'autre, le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui fut un brillant technicien, premier ministre. Donc, au Sénégal, on a le droit de rêver de candidats neufs. Mais tout est, comme je vous le dis, ça ne se fait pas à partir de Facebook, avec le faible taux de pénétration de Internet au Sénégal. Ça se fait sur le terrain. Il faut pénétrer les masses analphabètes. Il faut pénétrer les masses analphabètes. Il nous reste 5 minutes. Parlons très rapidement de la président chinois à Dakar. Il mène une visite en Afrique. D'ailleurs, il commence par Dakar. Il devrait être à Dakar, on avait dit à 15h. Il est pratiquement à 16h. Qu'est-ce qui explique, Pape, à votre avis, cet intérêt de la Chine pour l'Afrique? Oui, mais vous savez que Moustapha, la Chine est devenue quand même un monstre dans l'économie mondiale. Hein. Ça, on n'y peut rien. Si des font appel à la Chine, si des économies américaines font appel à la Chine, je crois qu'il est de bonne guerre que des pays pauvres comme le nôtre fassent un peu appel à la Chine. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces Chinois, comme les Occidentaux, ne sont pas des philanthropes. Hein. Tout ce qu'ils font, ils le font, c'est parce que quelque part, en retour, ils attendent beaucoup même. C'est vrai, quand ils sont plus généreux, ils sont plus prompts, ils sont plus faciles à dégainer que les structures occidentales, c'est vrai. Mais aussi, s'il est plus facile avec eux d'obtenir des prêts, il est plus facile avec eux aussi d'établir une corruption. Voyez. Donc, cette venue du président de la Chine est peut-être un bravo, on peut adresser un bravo à la diplomatie. Je crois que ce sera le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui va visiter durant ce périple. Mais également, je crois que c'est le moment aussi de remettre à niveau les termes de notre coopération avec la Chine. Parce que dans cette coopération, nous sommes plus consommateurs. Nous avons les industries chinoises. Oui, allez-y. On reproche à la Chine d'être un peu... L'Afrique, en tout cas c'est ce que les Occidentaux lui reprochent, et les autorités chinoises ont juré de ne jamais s'ingérer dans les affaires politiques des pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'ils ne feront jamais comme la France, qui est souvent accusée de choisir des présidents, de mener des combats contre des présidents. Est-ce que cela ne fait pas de la Chine quand même meilleur partenaire que les Occidentaux? En tout cas, les politiciens tiennent toujours des promesses qu'ils ne sont pas tenus de respecter. Bon, ça peut être le discours du jour de la Chine. Toutes les puissances au monde ont des velléités hégémonistes. Ça, c'est un principe en relation internationale. Bon, par rapport à notre coopération avec la Chine, moi, je crois que ce qui apparaît de manière évidente à première vue, c'est la découverte d'importantes ressources gazières et pétrolières au Sénégal. Moi, je crois que c'est ce qui motive la Chine. Parce que la Chine, à ce jour, importe 8,6 millions ou 4 millions de barils de pétrole par jour. Et à cet égard, elle a devancé les États-Unis d'Amérique.
général, la présence de la Chine en Afrique a une corrélation directe avec la dynamique des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine. L'Inde qui va être donc troisième puissance mondiale à partir de 2032. Elle vient de dépasser la France au classement des nations les plus puissantes au monde la semaine passée. Donc tout est que effectivement, il va falloir diversifier le portefeuille du partenariat. Ça c'est très important. Mais moi, je suis contre le gaz, etc. Si c'est la France qui fait nos intérêts, on n'a qu'à s'allier avec la France. Si c'est la Chine qui fait nos intérêts, on n'a qu'à s'allier avec la France. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mon projet, toutes les puissances au monde ont des vérités hégémonistes. C'est aussi simple que ça. Pape Sané, il y a de l'eau régulièrement chez vous? Vous savez, moi, depuis le 20, j'attendais, mais... On avait dit le 20, là, il y a dans certains Là, je suis obligé d'aller encore acheter des bidons, en attendant que les promesses du ministre Mansour Faye se tiennent. Ouais. Surtout que ça sortait sur la CEDEAO, il aurait pu quand même d'autres chats à fouetter, quoi. Ils auraient pu d'abord nous servir de l'eau avant de s'en prendre à l'institution communautaire. En tout cas, grand merci à vous, Pape Sané. Merci à vous, Thierno Diop. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Actu en 7. Mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir que je voulais présenter. Grand merci à Modou Fall qui était du côté de la partie technique avec l'appui d'Adja Pende Diallogué. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à vous. Voilà.